Nous démarrons ce bulletin d'information par l'Association nationale des retraités civils et militaires qui a tenu son 12e congrès ordinaire à Rufisque ce week-end. Les anciens fonctionnaires affiliés au Fonds national de retraite réclament une augmentation de la pension qui n'a pas bougé depuis 10 ans et ce n'est pas fini. Ils demandent un reversement à 100% aux veuves. Je vous propose d'écouter Elhadj Amadou Ndiaye. Il est le président de l'Association nationale des retraités civils et militaires. Il est au micro de Babacar Seck. 10 ans, les pensions n'augmentent pas. Chaque fois, il parle d'augmentation dans ce pays. Et chaque fois, il s'agit de l'IPRES. Dans ce pays, on pense que seul l'IPRES regorge les retraités. Il y a les retraités de l'IPRES, mais il y a aussi les retraités du Fonds national de retraite. On les oublie, le président de la République les oublie. Alors que nous étions les anciens fonctionnaires de l'État. Le directeur tout à l'heure a dit que les 50% de pension chez les veuves. Mais moi j'ai dit que la veuve entretient encore toute la progéniture qu'entretenait son faux mari de son vivant avec une pension entière et n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il meurt, on lui dit que 50% c'est pour vous, 50% c'est pour les enfants. Chaque enfant qui devient majeur, on l'élimine. Finalement, il reste quand on dit reversement à 100%, c'est qu'on reverse totalement les 100% dès le départ à la veuve qui entretient tout le monde. Et même si les enfants deviennent majeurs, que la femme continue de percevoir les 100%. Et non 50% enfants, 50% aux 12, ça ne sont pas d'accord. Il faut qu'on verse à 100%. Ça fait partie d'une revendication. L'autre revendication, c'est que ce reversement de pension, de 50% qu'on fait à nos veuves, mais c'est des billets. Nos veuves meurent de faim et elles doivent entretenir une progéniture qui est celle sur laquelle on a investi beaucoup d'argent pour leur formation, pour leur éducation et qui reste encore entre nos mains. Une diplomatie rayonnante, c'est bien, mais une diplomatie influente, c'est encore mieux. Telle est la substance du passage de Souleymane Jules Diop devant le jury du dimanche. Pour lui, la diplomatie sénégalaise est de plus en plus influente avec le président Macky Sall. Il donne l'exemple des relations avec les pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau. L'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO estime que le leadership du président Macky Sall va s'affirmer davantage avec la présidence sénégalaise de l'Union africaine à partir du 1er janvier 2022. Synthèse Abdourahmane Ly. L'influence de la diplomatie sénégalaise est sans commune mesure sur le continent, laisse entendre le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. Pour étayer ses propos, le diplomate Souleymane Jules Diop utilise son crayon et trace les lignes territoriales de la sous-région ouest africaine. Pour lui, la force diplomatique du Sénégal, par-delà son histoire, s'est renforcée avec le temps à travers notamment différentes actions entreprises dans la zone. Parce que notre sort dépend aussi du sort des pays de la sous-région. Et la capacité que nous avons eue toujours depuis la fin des années 70, des années 80 par exemple, à pouvoir porter notre armée aux frontières ou à l'intérieur d'autres pays pour y faire partager nos valeurs démocratiques, nos valeurs de stabilité, ça nous offre une zone d'influence et c'est bon pour l'avenir du Sénégal. C'est ce que nous avons fait en Guinée-Bissau à la fin des années 90, c'est ce que nous avons fait il y a 5 ans en intervenant en Gambie pour y rétablir l'ordre démocratique. Une influence ajoutée au mandat du président de la République du Sénégal à la tête de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Sa mission intervient à une période stratégique censée permettre à Macky Sall d'étendre son leadership au niveau continental aux yeux de Souleymane Jules Diop. Ça vient à un tournant historique où les pays africains ont établi un modèle de développement jusqu'en 2063. À un autre tournant qui est le tournant de l'établissement de la zone de libre-échange économique pour l'Afrique, la ZLEC. À un autre tournant qui est un tournant d'un Sénégal, d'une Afrique post-Covid. Le président Macky Sall prend l'Union africaine à partir de février prochain à un tournant historique pour la marche du continent vers la prospérité, vers l'émergence, vers le progrès. Des progrès. Le Sénégal en a fait en croire le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO. Des progrès qui lui ont valu le titre de leader sous-régional dans bien des domaines. Une puissance militaire sous-régionale poursuit le délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO.
Affaire du trafic de passeports diplomatiques, le diplomate dit ressentir une honte tout en précisant que ces pratiques ne touchent pas que le Sénégal. Faut-il alors continuer à emprisonner Kilifeu de Y'en a marre en laissant libres les deux députés qui ont vu leur immunité parlementaire levée dans la même affaire? Souleymane Jules Diop se dit favorable à un traitement équitable du dossier et à une punition exemplaire des personnes reconnues coupables d'un tel trafic. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamoudou Ibra Kane. Je veux juste dire que les chèques du Trésor, qui sont parmi les plus sécurisés au monde, ils sont trafiqués. Le passeport américain, l'un des plus sûrs passeports, un des plus prisés, il est trafiqué. On ne peut rien contre la malice des hommes. Mais il faut surtout punir les fraudeurs. Un fraudeur comme ça, sur des questions qui touchent à l'image et à la notoriété de notre pays, parce que c'est grave que des gens se fassent passer pour des diplomates alors qu'ils ne sont pas diplomates. Et vous en souffrez aujourd'hui en tant que diplomate quand vous brandissez votre passeport diplomatique? J'en souffre pas, mais j'en ai honte. Nous devons tous être égaux devant la loi et traités en tant que Sénégalais et de manière juste et équitable. C'est un principe, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je ne suis pas au Sénégal, je ne suis pas dans le détail des arcanes judiciaires. C'est des affaires qui sont pendantes devant la justice, mais j'en appelle à de la justice, j'en appelle à de l'équité dans le traitement de ces questions. Le président Macky Sall va bientôt se prononcer sur la question du troisième mandat. C'est ce que laisse entendre l'ambassadeur Souleymane Jules Diop. Sans davantage de précision sur un autre registre, l'invité du JDD dit oui à une amnistie en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade. Autre aspect de l'actualité, le directeur général du CICES a présenté ce matin le bilan à mi-étape de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar. Salihou Keïta parle de plus de 1636 mètres carrés d'exposition vendus avec 12 participations officielles. À noter que ce rendez-vous commercial qui a réuni 428 exposants directs, 1222 exposants indirects, a eu plusieurs innovations. Le directeur général du CICES était en conférence de presse ce matin. C'était en présence de Mame Seynabou Babou et Moussa Fall. Plus de 1636 mètres carrés d'exposition vendus avec 12 participations officielles et 30 pays de provenance. Le bilan à mi-parcours de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar. Une manifestation avec beaucoup d'innovations cette année. Le directeur général du CICES souhaite-t-il donner un nouveau visage à ce grand rendez-vous du commerce africain? Cette année, la FIDAK 29 édition, 12 délégations gouvernementales, 31 pays de provenance, y compris le Sénégal. Ça dépasse le CICES, ça devient une affaire nationale. Et quand c'est national, ce n'est plus de l'amateurisme. Nous voyageons, nous visitons d'autres salons, nous visitons d'autres foires. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut aller vers une meilleure organisation de cet événement. La 29e édition de la Foire internationale de Dakar a vu la participation de 428 exposants directs et 1222 exposants indirects. En revanche, des exposants se sont plaints de l'absence d'ambiance à la foire. Le directeur général du CICES précise que la FIDAK n'est pas comme le marché de Koloban ou de Petersen. Professionnaliser, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. D'abord, la gestion des aires d'exposition. Je l'ai dit, la FIDAK de Dakar, ce n'est pas le marché Petersen. La FIDAK de Dakar, ce n'est pas le marché Sandaga. La FIDAK de Dakar, qui est un rendez-vous, un grand rendez-vous du commerce. Ce grand rendez-vous, il faut tout simplement aller vers une meilleure gestion de l'espace. La Foire internationale de Dakar sera clôturée officiellement ce lundi 20 décembre. D'aucuns parlent de prolongation, mais le directeur du CICES souligne qu'il ne s'agit pas d'une prolongation, mais plutôt d'une autre foire, celle de fin d'année et du lancement du mois du consommé local. Du 23 au 7, c'est la foire, c'est le mois du consommé local. Mais le CICES aussi organise la foire de fin d'année.
Donc nous avons dit, voilà une chance, une opportunité pour les exposants et pour les visiteurs. Donc on a décidé de procéder le 20, on va clôturer officiellement la FIDAK. Le nouveau CICES veut répondre aux attentes de ce grand public. Pour ce faire, il est impératif que ce centre de commerce s'inscrit dans le renouveau du changement pour préserver l'image du Sénégal aux yeux des autres pays qui participent à l'événement. La société d'exploitation du marché international et de la gare des gros porteurs de Diamniadio a procédé à une journée portes ouvertes pour mieux faire connaître l'infrastructure aux futurs acteurs. Ce marché unique en Afrique de l'Ouest a une capacité de stockage de 15 000 tonnes de produits agricoles. Débutera ses activités en janvier 2022. Aminata Assom Diatta est donc le ministre du Commerce et des PME. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Babacar Seck. Le marché d'intérêt national est un marché de gros pour l'ensemble des produits agricoles. Et il va contribuer à régler le problème des producteurs. Comme vous le savez pu à le constater, il y a environ une capacité de stockage de 15 000 tonnes. C'est un début. Et nous allons poursuivre ce travail important de construction d'infrastructures de stockage, mais également d'infrastructures facilitant la commercialisation des produits locaux. Donc nous nous félicitons en tout cas de l'organisation de cette journée portes ouvertes, mais aussi nous lançons un appel à l'ensemble des acteurs, puisque ce bijou que nous avons, nous voulons que ce soit un exemple pour l'Afrique et le monde. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest que nous avons une telle infrastructure et cela démontre la vision du président de la République. Et nous appelons donc tous les acteurs à s'approprier ce bijou, mais également à aider à l'entretien de ce bijou et à le rendre rentable. Cette infrastructure va beaucoup contribuer en tout cas à la résolution de ce problème des pertes post-récolte. Donc en tout cas, si ce marché ne règle pas définitivement tous les problèmes, en tout cas il va beaucoup contribuer à régler le problème. Mais aussi, nous voulons faire de ce marché, encore une fois, un marché qui va faciliter en tout cas la relation entre le producteur et le commerçant. À l'instant, Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a publié une étude pour évaluer l'impact des changements climatiques sur l'agriculture dans la zone des Niayes. L'adaptation des producteurs à l'agriculture intelligente peut être une des solutions pour faire face au dérèglement climatique. Babacar Seck. Trouver des mécanismes pour adapter l'agriculture au changement climatique est l'objet de l'étude sur l'agriculture intelligente face au climat dans la zone des Niayes. Déjà de faire le point sur la situation climatique de l'agriculture dans la zone des Niayes permettre également d'identifier les techniques et les technologies susceptibles d'être mises à la disposition des acteurs afin de leur permettre d'augmenter la production horticole. Nous avions donc commandité cette étude auprès de la recherche, auprès de la NACIM, auprès du ministère de l'Environnement, mais également auprès de la direction de l'agriculture afin de nous édifier sur la situation actuelle de l'agriculture dans la zone des Niayes. La zone des Niayes, très favorable à l'horticulture et au maraîchage, n'est pas épargnée par les effets des changements climatiques. L'étude recommande des mesures pour l'adaptation des producteurs. Dans les impacts des changements climatiques ont comme conséquence dans la zone des Niayes la baisse de la fertilité des sols, la disparition, bien entendu, des espèces forestières telles que le filao et bien d'autres espèces forestières, mais également aussi l'abandon des terres parce que tout simplement les rendements agricoles baissent de plus en plus. C'est la raison pour laquelle le paysan a commandé une étude, n'est-ce pas, pour faire le diagnostic technique sur l'agriculture intelligente face au climat dans la zone des Niayes. Les alternatives, je pense que restent les principales activités que le paysan va dérouler. Donc l'étude que nous avons fait va porter des recommandations et parmi ces recommandations-là, on met en place tout un paquet de technologies qui vont concourir en tout cas à la résilience et à l'adaptation des producteurs dans la zone des Niayes. Pour rappel, le paysan, projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans la zone des Niayes, est financé par la coopération italienne pour une durée de 3 ans.
Outiller davantage les enfants pour qu'ils aient des comportements plus sécurisants sur le net, c'est l'ambition de l'Office national des pupilles de la nation en collaboration avec la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Ces deux structures ont regroupé 30 filles des pupilles de la nation afin de mieux les sensibiliser sur l'éducation numérique. Ramatoulaye Ndaw Diouf est la coordonnatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Elle est interrogée par Babacar Seck. Qui permet aujourd'hui de signaler, non seulement de signaler, mais également de détruire de façon pérenne des images ou des vidéos d'abus sexuels sur les enfants. Et cette sensibilisation permet justement d'expliquer aux enfants qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a la CAP qui est là, le ministère de la Famille a mis en place cet outil, mais il y a également d'autres démembrements de l'État tels que la CDP, nous avons la brigade de cybercriminalité. Il est important de dire aux enfants qu'il ne faut pas se laisser harceler, qu'il ne faut pas se laisser faire chanter sur Internet et qu'à partir du moment où quelqu'un a un comportement inadéquat envers un enfant, qu'il y a des mécanismes qui existent, qui sont là pour les enfants, pour les adultes, et que les enfants peuvent signaler, les adultes peuvent signaler, les encadreurs, les enseignants. Et ce signalement peut être non seulement anonyme pour les personnes qui ne veulent pas faire connaître leur identité, mais il peut également être fait en mettant ses coordonnées afin que les résultats de l'enquête puissent être divulgués un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas de fatalité sur Internet quand on est harcelé, quand on publie des photos, des données personnelles que nous ne voulons pas. Il y a des mécanismes qui existent dans ce pays-là pour le dénoncer et que les personnes qui sont coupables de ces actes-là seront normalement poursuivies en justice. Certains quartiers font la croix et la bannière pour avoir de l'eau potable, si ce n'est dans d'autres une qualité douteuse. Il s'y ajoute des factures salées, Sen'Eau et le gouvernement se renvoient la balle. Notre confrère Mahfouz Ngom du journal Enquête s'est penché sur la hausse des factures à travers un dossier intitulé « Les factures polémiques ». Vous l'avez sans doute compris. C'est votre rubrique hebdomadaire, article de la semaine signé par Mamadou Dieng et Mafal Fall. Difficile de se désaltérer dans plusieurs quartiers urbains. L'eau ne coule pas des robinets. Pourtant, l'arrivée de la Sen'Eau a nourri l'espoir des populations. Un espoir éphémère. Le manque d'eau semble empirer au Sénégal. Mon confrère Mahfouz Ngom du quotidien Enquête s'est penché sur la problématique à travers un dossier hausse des factures d'eau quand la Sen'Eau débute le portefeuille des Sénégalais. Les populations pensaient qu'avec l'avènement de Sen'Eau, la distribution, que ce soit l'opération de la distribution et la commercialisation de l'eau va connaître des changements. Mais depuis le 1er janvier 2020, avec l'avènement de Sen'Eau, les populations restent confrontées aux mêmes difficultés d'antan. Avec la SDE, il déplorait la qualité de l'eau, la cherté des factures, mais depuis 2 ans, carrément la situation n'a pas bougé. Plusieurs quartiers urbains peuvent avoir de l'eau, si ce n'est une qualité qui laisse présager une eau impropre à la consommation. Ils pensaient qu'avec l'avènement de Sen'Eau, cette qualité va s'améliorer, alors qu'on va souvent dans des... Je ne sais pas si les gens ont monté dans les réseaux sociaux ces derniers temps, des débuts, des robinets qui laissent couler une eau qui paraît impropre à la consommation, qui ne paraît pas répondre aux normes de qualité requis pour une eau potable. Il s'y ajoute des factures salées. Les associations de consommateurs indignés relèvent les comptes comme étant à la source de cette hausse. Parce que s'il y a des problèmes de métrologie, si vous consommez 1000 et que vous indiquez 1200 mètres cubes de débit, forcément, il y a des difficultés. Ils ont même alerté les responsables de la Sen'Eau. Et ces derniers même, ils ont mis une contre-expertise qui montre que forcément les compteurs d'eau, il y a des failles au niveau des compteurs d'eau, mais jusqu'à présent, les gens, les responsables de Sen'Eau n'ont pas bougé. Les compteurs ne sont pas fiables, donc
ils demandent aux consommateurs si vous avez des compteurs, bon, ils disent que des compteurs de type Itron, bon, vous devez vous rapprocher de Sen'Eau pour vous demander une expertise pour montrer que ces compteurs ont des failles. Malgré tout, le ministre de l'eau et de l'assainissement balaye tous ses reproches d'un revers de la main. Serigne Mbaye Thiam s'érigerait en avocat du diable. D'après lui, bon, il dit que bon, comme les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir beaucoup d'eau, maintenant qu'il y a un volume d'eau qui s'est ajouté avec les différents projets, bon, on a inauguré en juillet dernier KM3. KM3, ça va monter le débit. La première phase, on devait à 100 000 m3. La deuxième phase, on va atteindre 200 m3. Bon, avec 200 000 m3, donc non, forcément, il y aura un plus grand apport d'eau. Donc forcément, il y aura, bon, d'après ces dires, il va y avoir un plus grand apport d'eau. Donc la consommation va s'en augmenter. Donc les factures ça va se répercuter dans les factures là. Sen'Eau déçoit les consommateurs rencontrés. Les responsables renvoient la balle au gouvernement, indiquant que c'est celui-ci qui fixe les tarifs. À l'instant, Mamadou Dien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.